Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau format de Antidote. C'est le format où on parle non seulement des problèmes, mais des solutions qu'on propose. Et vous savez qu'on aime parler d'initiatives locales et à petite échelle. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un de particulier qui va nous parler de comment elle a fait face à la fast fashion, à son échelle. Bonjour Julie. Bonjour. Donc je vous présente rapidement, mais après je vais vous laisser vous présenter. Julie Boone, vous êtes journaliste à Modzik, Pôle Magazine et Denise que vous avez fondé. Vous avez aussi votre page Instagram, Baby Tuileries 2. J'espère que je prononce tout très bien. Très bien, très bien. Merci. Et on a le plaisir de vous interviewer ici à EGOP Radio. On essaie de mettre la lumière sur les jeunes qui ont des projets comme ça, les associations. Et on voit vite sur vos pages que vous êtes passionnés, pas seulement par la mode, par plein d'autres choses, on en parlera. Mais dites-nous ce qui vous a poussé, pas seulement à consommer seconde main, mais aussi à lancer vos propres pages, initiatives. À la base, la seconde main, pour moi, c'était... j'ai découvert la seconde main adolescente parce que j'avais pas forcément les moyens de m'habiller dans les grandes enseignes. Donc, à partir de 13-14 ans, à savoir que j'habite en banlieue, donc j'allais sur Paris et j'ai découvert mes premières friperies. Donc, c'était celles autour de Châtelet, Étienne Marcel. Et donc, ça nous faisait des virées parisiennes avec mes copines du coup de banlieue. C'était assez chouette. Puis, c'était aussi un petit goût d'indépendance parce que je pouvais commencer à m'habiller comme j'avais envie. En plus, à l'époque, il y avait Tumblr, il y avait Wear It, des réseaux sociaux d'inspiration. Et ouais, c'est à partir de là que mon identité mode a commencé à naître. Et ensuite, pour ce qui est des réseaux sociaux, c'est venu un peu plus tard, disons vers 15-16 ans. Et j'ai commencé en vrai à m'exprimer, sans filtre. J'ai jamais cherché je sais pas comment dire. Confiné dans une boîte. Exactement. J'ai toujours essayé d'être moi-même sur les réseaux. Et donc évidemment la seconde main ça a toujours fait partie de mes discours, comme d'autres luttes en vrai. Et à quel moment vous êtes dit ok, je vais proposer moi-même quelque chose, je vais moi-même m'engager, écrire, etc. Ça a toujours fait partie de moi, mais effectivement je pense que ça a pris tout son sens quand j'ai cofondé Denise à l'université. Je me suis rendu compte que j'étais entourée de personnes qui avaient des valeurs similaires. Donc on s'est dit qu'on créait notre média qui est collaboratif, donc avec vraiment une logique horizontale. L'idée c'est pas qu'il y ait une personne au-dessus de l'autre. Et donc on avait des thématiques un petit peu précises en tête. On parlait déjà d'upcycling en 2018. Aujourd'hui c'est un mot qui est dans la bouche de pas mal de gens, même dans la bouche de plus grandes marques comme Miu Miu par exemple. C'est quoi l'upcycling justement pour ceux qui ne savent pas? L'upcycling c'est réutiliser des pièces et en créer de nouvelles. Donc je pense que l'upcycling, quand on y pense, on pense peut-être au patchwork par exemple, mais en fait l'upcycling c'est plein de manières de réadapter ses vêtements à de nouveaux besoins. C'est aussi ce que nos grands-parents faisaient à l'époque. Complètement, bien sûr. Prendre des tissus par-ci. Exactement. Quand on avait au niveau du cou d'une veste qui était trouée, on mettait un bout de tissu. Et je trouve que c'est vraiment aussi une manière de s'approprier le vêtement et en fait d'en faire une pièce unique. Tout à fait. On va en reparler. On va parler aussi de Denise Mag que vous avez fondé, des thèmes que vous abordez. Mais on va commencer par votre page Instagram. C'est là où je vous ai découvert personnellement. Et donc, on voit vos looks colorés dessus avec plein de styles différents. Et on se dit, ok, c'est une influenceuse fashion, tout ça. Mais la particularité, c'est que les vêtements que vous achetez, c'est des vêtements seconde main, que vous achetez, que vous conseillez, que vous donnez parfois les adresses où trouver ça, la bague, tout est dans le détail. Et donc, on s'est dit, ok, on va aussi vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez des plateformes comme Vinted? Parce que vous avez aussi rédigé un article à propos de ça. Est-ce que c'est vraiment l'idéal d'acheter seconde main ou il faut aussi faire attention même quand on achète sur Vinted? Alors, je pense que la seconde main, c'est
c'est nécessaire aujourd'hui. Je pense qu'il faut arrêter de penser que la fast fashion et les enseignes de vêtements neufs sont les seules manières de s'habiller. Aujourd'hui, il y a une grosse tendance, notamment à Paris. On est quand même très bien servi au niveau des friperies, des ressourceries. Il y a même des associations. Moi, par exemple, dans ma ville, je donne des vêtements à la Croix-Rouge et j'achète aussi à la Croix-Rouge. C'est-à-dire que l'argent que je dépense pour la Croix-Rouge va servir, par exemple, pour des maraudes. Okay. Donc, c'est crucial, en fait. Ça veut dire qu'il y a quand même la vie des gens derrière. Et donc, en vrai, la seconde main, oui, je pense que c'est un mode de consommation qu'il faut adopter. Maintenant, je mets quand même un grand warning sur la consommation de la seconde main. Je pense que c'est bien de la consommer, mais de la surconsommer, c'est jamais bon. C'est pour cela que j'ai écrit un article sur les hauls vintage. Oui. Donc, les hauls vintage, c'est des unboxings, c'est-à-dire qu'on va se filmer en train de déballer des colis qu'on a achetés sur Vinted. Cette pratique, elle s'effectue aussi pour des vêtements qui sont neufs. Mais donc là, on a vraiment un phénomène qui s'est pérennisé ces dernières années, même si c'est quelque chose qui est né avec YouTube. Aujourd'hui, on l'applique à la seconde main. Et en fait, je pense que cette surconsommation, elle n'est pas bonne parce que, mine de rien, si on commande par exemple un top à 2 € en Italie et qu'on commande quelque chose d'autre au Portugal et ensuite quelque chose d'autre au Danemark, pour 2 €, ça en fait, revient au même. De toute façon, c'est prouvé, il y a pas mal de chiffres dans mon article. À retrouver, oui, sur votre article disponible sur Denise Mag. Oui, c'est ça. Et vous citez effectivement pas mal de chiffres et pas mal d'études. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur les 80 millions de membres sur l'application Vinted, 23 millions sont français. Donc c'est quand même un phénomène européen, parce qu'on en discutait tout à l'heure, je viens de Belgique, et on s'est dit aussi, tu me disais que c'était pas mal présent aussi en Belgique, tout ce qui est seconde main, Vinted, tout ça. Mais ça vous semblait essentiel aussi d'avertir sur les limites et sur les risques. Vous parliez tout à l'heure de la Croix-Rouge. Quelles autres plateformes pourraient être aussi bonnes pour la consommation ou meilleures pour la consommation? Le Bon Coin. Moi, ce que je conseille, c'est que par exemple, quand on utilise Vinted, on peut mettre des filtres et peut-être mettre des filtres pour faire plutôt des remises en main propres dans sa région. Sur Paris, par exemple, moi j'ai déjà fait des remises en main propres et en fait, ça évite déjà des emballages. Ça évite aussi du transport, même si Vinted met en place le système de point relais. C'est-à-dire que tous les colis vont aller à un endroit. Je pense que c'est aussi bien de conserver ce côté humain qu'on peut retrouver par exemple dans les ressourceries, dans les friperies, quand on se déplace. Et puis aussi, je pense qu'avec Vinted et avec d'autres plateformes comme Vestiaire Collectif par exemple, qui est plus luxe quand même, en fait, ces plateformes-là, elles ont vraiment repris toute une organisation au niveau de l'épage. Enfin, en fait, tout est facilité pour qu'on puisse acheter. Enfin, c'est vraiment, on nous pousse à l'achat, on nous fait des recommandations. Maintenant, Vinted a vraiment évolué. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire attention à pas se laisser happer par cette surconsommation-là, parce qu'on est, je pense qu'on est poussé par ces plateformes. Elles font du profit, ces plateformes, dans tous les cas, avec la seconde main. Vous disiez justement dans votre article que l'heure est à la seconde main, comme on le voit très bien, mais pas à la sobriété. Ou c'est quoi la sobriété ? La sobriété, c'est acheter quand on a besoin d'acheter. Par exemple, je parle aussi de micro-trends sur TikTok, donc ça va être des phénomènes qui sont viraux. Et en fait, avec les réseaux sociaux, il y a plein de phénomènes mode qu'on a envie de suivre. Par exemple, là, cet hiver, c'était les collants rouges. D'un coup, toutes les filles ont commencé à porter des collants rouges. Aujourd'hui, c'est mettre plein de gris-gris sur ses sacs. Et en fait, ces micro-trends, elles vont pousser forcément à surconsommer à un moment donné, parce qu'on a envie d'être à la page, en fait. On a envie d'être tendance. Et la sobriété, je dirais que c'est vraiment se dire... Ok, je vais acheter ça parce que déjà j'en ai envie, mais parce que je sais que je vais le porter. Je sais que c'est un intemporel. Je sais que, en fait, je vais le garder parce que la matière, elle est de qualité. Je vois que c'est de la soie. Je sais que ça va tenir dans le temps. Ça peut être aussi une pièce de collection, par exemple. Si c'est vraiment, on se dit, c'est un article que j'ai jamais vu ailleurs. Là, je vais le prendre. Pour moi, la sobriété, c'est vraiment acheter quand on a besoin, mais éviter à tout prix aussi de se faire influencer.
sur les réseaux. Et c'est une influenceuse qui dit ça. Justement, donc Baby Tuileries 2, c'est un compte d'influenceuse mode. Est-ce qu'on peut être à la mode, suivre les tendances, tout en restant sobre et écolo? Moi, je pense que oui, c'est possible. Comment vous faites quand vous dites, OK, je veux être à la mode, je veux me faire un bel outfit pour une séance photo, je veux suivre les tendances, mais je veux aussi être écolo et je veux être sobre? Par exemple, moi je sais qu'à titre personnel, j'ai pas un dressing minimaliste, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de pièces dans mon dressing, mais j'effectue des tris tous les 2-3 mois. Ce que je fais, c'est qu'à des moments je donne, je peux revendre sur des plateformes, je peux revendre en réel, comme on l'a fait à notre événement de Nice, on a fait un vide dressing en février. Et sinon, moi je fais du troc, je vois ce que ma mère elle peut aimer, donc je lui donne. Et là, par exemple, dimanche, j'organise une brocante dans ma ville. Je pense que c'est aussi important de se débarrasser, mais en même temps de faire plaisir à des personnes qui ont pas forcément trop de budget. Et c'est pour ça qu'à des moments, je donne aussi à la Croix-Rouge, parce que je pense que c'est important de soutenir ces assos-là. On voit que vous êtes très engagé, mais que vous êtes aussi plein d'initiatives. Donc pas seulement les blogs, mais aussi vous faites plein d'événements locaux, vous faites des vide dressing, vous faites le marché, vous nous parlerez de ce marché conscient. Mais d'abord, moi j'aimerais savoir, les jeunes de nos jours qui ne se disent pas, OK, moi je veux juste acheter vite fait, j'ai pas le temps de faire une association pour consommer bien. Comment faire? Est-ce qu'il faut absolument s'informer, ou est-ce qu'il y a des sites web particuliers sur lesquels aller pour acheter? Quand on n'est pas aussi engagé que vous, comment faire? Moi, je pense qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de choses qui sont mises en avant. Je pense qu'il suffit de suivre une personne pour ensuite avoir accès, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux marchent avec des algorithmes. Donc, si on se met à consommer un certain contenu, si on se met à consommer un contenu de seconde main, une personne qui est pleine d'initiatives, on va aussi être dirigé vers d'autres personnes. Moi, ce que je conseille, c'est... sur TikTok, par exemple, on peut taper des hashtags et on peut tomber sur des comptes de personnes qui vont avoir une approche pédagogique. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, et moi je suis assez partisane de ça, on n'est pas là pour pointer du doigt les personnes qui achètent de la fast fashion. Moi, je vais pointer les influenceurs qui font des unboxings fast fashion aujourd'hui. C'est plus possible de promouvoir ça. Par contre, des particuliers qui vont s'habiller encore aujourd'hui dans des grandes enseignes, je pense que c'est pas forcément une bonne chose de les pointer du doigt. Je pense qu'il faut vraiment créer quelque chose de pédagogique et en fait les amener progressivement. Et c'est pour ça que mon compte, en fait, je pense que si on voit pas forcément les choses que je vais taguer, les marques que je vais taguer, on se rend pas forcément compte que je m'habille en seconde main. C'est pas... moi, ce que je veux, c'est avoir des pièces qui paraissent neuves, mais qui vivent une seconde vie avec moi et qui vivront peut-être une troisième vie parce que je vais m'en séparer, parce que je vais estimer que j'ai envie de les revendre ou de les donner, quoi. Ok. Et... Donc plutôt, sur les réseaux sociaux. Et sinon, sortir un peu de chez soi, quoi. Désolé, mais... Justement, sortir de chez soi et aller profiter des initiatives que vous ou d'autres de vos collègues ou de jeunes engagés proposent. Et donc, on va parler justement de ces initiatives. Donc, marché conscient, c'est quoi? Alors, en décembre, avec mes camarades de Nice, donc le média que j'ai cofondé, on a organisé un marché conscient, donc à l'approche des fêtes de fin d'année. On sait très bien que c'est une période où on consomme beaucoup. On nous pousse à consommer de partout, ça peut être de la nourriture, il y a beaucoup de gâchis à cette période-là. Et c'est aussi un moment où on se rend compte qu'on n'a pas tous cette chance de pouvoir, fêter les fêtes en famille, offrir des cadeaux à nos proches. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est créer un marché le temps d'une journée, d'un week-end, pendant le temps d'un week-end. On a invité, par exemple, un tatoueur, une céramiste, pour offrir en fait des cadeaux qui sont qui ont plus de sens déjà et qui sont pas mauvais pour la planète. Enfin, mine de rien, quand on rajoute les paquets cadeaux, les déplacements en voiture, etc., ça fait quand même un peu gros pour ces fêtes de fin d'année-là. Donc, ce marché conscient, c'était vraiment aussi une manière de rencontrer les personnes qui nous suivent, de partager, de discuter, de rencontrer aussi les personnes à échelle locale.
puisqu'on était dans le 20e rue Le Buat. Donc au niveau de Gambetta, il y a quand même une très bonne vie de quartier et puis plein de curieux de toute génération en fait. Enfin, nous, on a un public plutôt de 20 à 40 ans. Mais là, on a rencontré d'autres personnes qui étaient forcément curieuses de voir de la céramique, de voir du miel, de voir aussi des soins, de l'acupuncture. C'était assez chouette. C'était un très joli rendez-vous et je pense qu'on réitérera l'expérience l'an prochain, à Noël. Et pour se tenir au courant, ce sera sur la page Denise Mag. Et vous avez aussi organisé Denisez-vous, Denisez-vous ? Oui, ça s'appelle comme ça sur Instagram. Ah, ok. Ah, donc la page Insta, c'est Denisez-vous et le site web, c'est Denise. Exactement. Et vous avez aussi organisé en février dernier un vide dressing. Donc il y a plein d'initiatives comme ça vers lesquelles on peut rediriger les jeunes ou les moins jeunes pour aller se... Je ne sais pas si on dit faire les courses ou faire du shopping, mais sans endommager la planète. Et moi, ce qui aussi, j'aimerais vous poser la question de ce que vous pensez, parce qu'on parle là de l'impact du citoyen, quoi. Mais à un moment donné aussi, on se dit, ok, je fais mes petits efforts, j'achète ici, j'achète là, je fais attention. Et c'est très bien de promouvoir l'achat local, etc. Et est-ce que ça ne vous déprime pas ou que ça ne vous décourage pas de voir, je ne sais pas, les entreprises qui vont un peu bousiller tous ces efforts ? Bien sûr, particulièrement quand je vois des super profits, enfin même quand je vois des gros groupes, pas forcément d'ailleurs dans la mode, quand je vois Total, même... pour reparler de la mode, le groupe Inditex, effectivement, ils font des profits. Je pense qu'ils n'ont jamais autant gagné d'argent aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a quand même un éveil des consciences qu'il faut retenir et qu'il faut alimenter quotidiennement par des discussions, par des petits gestes. Et je pense qu'il ne faut pas se laisser, impressionner, en fait. Effectivement, aujourd'hui, le monde ne va pas très bien. Et on a toutes les raisons de déprimer. Mais je pense qu'il faut se rattacher aux petites choses, à ce qui peut se passer dans notre rue, au sein de notre ville, de notre arrondissement. Je pense qu'il y a de très belles choses Je pense qu'il y a des mains tendues partout et qu'il faut continuer à y croire et à mieux consommer, à chercher à mieux consommer et aussi faire pression sur nos élus, mine de rien. Voter, essayer d'encourager du coup des politiques qui s'inscrivent dans cet effort-là très prochainement, du coup. Oui, tout à fait. On fera d'ailleurs une émission à propos des prochaines élections. Mais c'est bien de voir votre énergie et votre motivation indéfectible. Mais justement, vous avez les yeux ouverts et pas que sur la mode. Vous êtes journaliste et vous écrivez sur plein d'autres sujets. L'histoire, sur le féminisme, sur l'art. Quels sont vos sujets de prédilection et surtout... pourquoi vous écrivez sur ces sujets ? Est-ce que pour vous, il y a un lien entre toutes ces différentes thématiques ? Moi, vraiment, ce qui m'anime, c'est le fait de vulgariser des concepts, des sujets. Et j'ai fait l'université, donc j'ai lu énormément. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux être passeuse de savoir. Et je pense que j'ai choisi ce métier pour ça, pour délivrer des informations, mais pour aussi donner envie aux gens de s'informer quotidiennement par des sources diverses et aussi d'utiliser leur esprit critique, toujours parce que malheureusement on sent qu'aujourd'hui il faut l'utiliser quotidiennement parce qu'avec les IA, les réseaux sociaux, on peut être rapidement happé par des informations. Et donc moi j'ai choisi des sujets plutôt culturels parce que je viens pas d'un milieu forcément où la culture elle prime, mais c'est ma revanche aussi et moi j'ai envie de passer ces messages et d'être vraiment de créer du contenu qui est accessible, de donner envie aux gens de se rendre dans les musées, de chercher les choses qui vont être gratuites pour les jeunes, de parler d'histoire d'une autre manière, de convoquer des références qu'on connaît peu ou pas. Et voilà. Et pour vous, ça se complète par rapport à votre engagement au niveau de l'écologie, ça se complète par le fait de passer des savoirs, le fait de parler aussi d'une certaine forme d'histoire qui a été occultée à un certain moment. Et comment vous conjuguez tout ça ? Comment vous arrivez à combiner ? Honnêtement, ce que j'essaie de garder, c'est la pédagogie le plus possible. Donc je pense que c'est ça votre ligne directrice. Oui. Être vraiment la plus claire possible, donner envie et avoir des discussions avec les personnes qui peuvent me suivre. Et sinon, dans les médias, aussi proposer mes sujets et être sûr de moi. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous écoute ?
En vrai, oui. Mais je pense que ça risque d'être compliqué si demain je rentre dans un plus grand groupe média, par exemple. Je pense que ça sera plus compliqué de me faire entendre. Mais en même temps, c'est aussi quelque chose... Enfin, c'est assez compliqué en vrai. L'engagement, je pense que pour l'instant, j'arrive à le tenir. Enfin, je suis assez honnête avec moi-même. Mais je sais que si j'entre dans un plus gros groupe... Enfin, en fait, je ne veux pas forcément rentrer dans un plus gros groupe, justement. On vous le souhaite En ou fait, pas, c'est assez compliqué, mais ouais, en tout cas, j'aimerais vraiment continuer à pouvoir écrire sur des sujets sociétaux, mode, culture, mais toujours avec beaucoup de sources, mais en fait, parler à une personne qui a 12 ans, comme à ma grand-mère qui en a 90, quoi. On vous souhaite alors de fonder votre propre grand groupe où vous pourrez en parler librement, mais donc, pour en venir à ma dernière question, quels seraient vos projets pour le futur ? Écoutez, là pour l'instant c'est écrire toujours en tant que journaliste indépendante, écrire pour d'autres médias. Là je vais couvrir la Fashion Week Homme la semaine prochaine. Ah, je ne savais pas qu'il y avait une Fashion Week Homme. Donc je vais forcément être invitée par des marques, c'est aussi à moi de faire le tri de mon côté, mais en tout cas j'ai vraiment hâte. Et ensuite pour la rentrée, des projets certainement plus en lien avec peut-être l'urbanisme et les transports en commun, parce que les JO seront derrière nous et je pense qu'on aura plein de leçons à tirer des JO. Et je vais me consacrer certainement à une enquête. Et ce sera sur Denis Mag. Ce sera peut-être sur Denis, ce sera peut-être ailleurs. En tout cas, il faudra me suivre à ce moment-là sur mon Instagram. Ouais. Donc Baby Tuileries 2. Merci beaucoup Julie Braun d'être venue à UGOP. Et on est très content de voir l'engagement des jeunes. À très bientôt, peut-être pour recevoir, justement, vous portez le t-shirt d'une amie à vous qui est artiste. On la recevra sûrement pour une émission Walkman. À très bientôt à vous, chers auditeurs. Belle journée.